Puisque tu termines sur une anecdote, je vais commencer du coup sur une anecdote. Alors je vais répondre du coup à Sylvain Missonnier tout à l'heure, parce que peut-être que quand on s'est rencontrés, vous n'aviez pas vous tous ces enjeux, et que finalement c'est un lien avec ce que je vais raconter. Mais moi, quand je vous ai rencontrés, j'étais dans une période très sombre de ma carrière professionnelle. Je vivais un calvaire. Là. Et j'étais enceinte de quelques semaines, sans pouvoir le dire à personne. J'ai vécu un moment de solitude profond et nos temps de rencontre ont été des petits îlots qui m'ont fait voir la lumière au bout du tunnel et sans le savoir finalement m'avait permis d'avoir mon 4e enfant avant mon 2e. Puisque vous m'avez en fait un jour dit cette phrase, moi qui étais en train de me débattre entre mon amour inaugural pour la psychanalyse et en même temps mes compétences en neuropsychologie clinique. Vous m'avez dit un jour, mais moi je crois qu'il faut se débarrasser de ce truc. Vous n'avez pas de choix à faire. Et là je me suis dit, ouais, c'est vrai. En fait, je vais faire aucun choix. Et c'est là que ma rencontre avec Adèle a pu finalement rendre fécond cette phrase qui a semé une petite graine quelque part. Donc merci. Merci de m'avoir fait entrevoir par moments dans la journée ces petits rayons de lumière. Alors du coup, le rapport direct avec ça, c'est que nous, on vient parler du travail. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous exposer une partie des résultats de ma thèse. Vous êtes les tout premiers à en bénéficier, donc je suis très touchée et émue de pouvoir le faire. Donc ma thèse porte sur l'évolution de l'identité professionnelle des femmes après l'arrivée du premier enfant. Bien entendu, vous sentez venir mon parti pris pour les femmes. Je me juge moi-même coupable de ça, je l'admets. Je n'ai pas rencontré d'hommes. Néanmoins, à travers le discours des femmes que j'ai rencontrées, j'ai pu avoir accès à ce qu'elles se représentaient pour leurs conjoints, des enjeux qui leur appartenaient à elles aussi. Alors, je voudrais commencer mon exposé par une citation d'Étienne de la Boétie, issue de son discours de la servitude volontaire, que je vous invite à lire, c'est pas très long, en plus c'est sympa. Il dit « Ce sont donc des peuples entiers qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge, qui pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. » Vous comprenez, on ne va pas travailler pour rien. La plupart d'entre nous, nous nous levons tous les matins pour nous rendre au travail, ce lieu qui occupe la plupart de notre temps. Le travailleur est exposé au cours de sa journée à des attentes, à des objectifs, à du stress, qui peuvent même faire souffrance dans certains cas. Mais alors pourquoi travaille-t-on ? Pourquoi nous soumettons-nous à des exigences si grandes, quitte à en souffrir ? Sommes-nous contraints et forcés, ou pouvons-nous nous placer du côté de la quête volontaire du travail ? Ce que souligne Étienne de la Boétie de manière magistrale dans son discours, et qui nous intéresse là tout de suite pour notre exposé, c'est que nous sommes élevés depuis notre plus tendre enfance à servir, comme peuvent en témoigner les formulations des jeunes enfants, du type « Moi, quand je serai grand, je serai... » Je suis sûre que vous l'avez tous dit. Et évidemment, les discours des petits garçons et des petites filles ne sont pas les mêmes. La servitude est ancrée dans les mœurs, c'est devenu une habitude, et ainsi, puisque le travail a toujours été, alors cela prive le jeune sujet de sa liberté à penser autrement que par la servitude, qu'il finit par accepter et même à espérer. La servitude pousse alors à l'effacement de soi, c'est ce que nous apprend Amraoui. La femme active est le prototype même du sujet asservi, prise en otage entre son rôle social, qui lui a été assigné, et les rapports amoureux avec son conjoint. Donc ça, c'est Pascal Molinier qui l'a extrêmement bien démontré, dont les rapports de domination et de servitude se rejouent de la sphère professionnelle à la sphère privée, dans le sillon de ce que défend la psychodynamique du travail, propulsée par Christophe Dejour. Mais si servitude il y a, il nous faut nécessairement penser à son pendant, la servilité. Qui est le maître ? Ou plus justement, qui sont les maîtres de la femme active ? La femme consent-elle à sa domination ? Dowling, en 1982, analyse la situation des femmes faite de servitude, tant professionnelle que domestique, et pointe paradoxalement un désir de liberté associé. Selon cet auteur, la condition de cette liberté est celle de l'émancipation interne de la femme face aux injonctions subies et intériorisées.
Or, les femmes semblent maintenir une forme de dépendance à l'autre, d'après Dowling, investie comme un sauveur, le conjoint, vous l'avez compris, qui du coup bride toute émancipation possible, ce qu'elle appelle le complexe de Cendrillon. Je cite, « Soit tout un réseau d'attitudes et de peurs largement refoulées qui maintient les femmes dans une sorte de pénombre et les empêche d'utiliser pleinement leur intelligence et leur créativité. Comme Cendrillon, les femmes attendent encore aujourd'hui qu'un élément extérieur transforme leur vie. » La servitude à laquelle se conforme la femme se caractériserait selon elle par l'attente, symbolisant un conflit psychique profond entre liberté et dépendance à l'autre, ce qui laisse un énorme pouvoir à cet autre, en réalité dont nous parlons, lui faisant endosser à la fois l'image du sauveur, mais aussi du bourreau. C'est le cas notamment du travail, qui permet à la fois une émancipation financière de la femme, le travail sauveur, et une surcharge de travail, le travail bourreau. Cette perspective nous pousse à aller au-delà de la question de la domination masculine, sans nier pour autant une existence de cette dernière, et à centrer notre attention sur la responsabilité individuelle inconsciente. Ce que je dis là, c'est que moi, ce qui m'a intéressée, c'est pas tant l'aspect sociétal que l'aspect intrapsychique. D'accord ? Ce qui se passe du point de vue inconscient. Ce qui ne veut pas dire que du point de vue social, il ne se passe rien. Vous voyez combien j'utilise les filets de sécurité là. Alors, avant de poursuivre en ce sens, il nous faut situer d'emblée notre propos dans le sillon de la psychodynamique du travail, ce qui signifie que nous acceptons l'idée selon laquelle il existe une continuité entre la vie au travail et la vie personnelle. On ne peut pas scinder. Nulle possibilité de les dissocier. Comme Christophe Dejour le suggère, nous élaborons notre propos à partir d'une double centralité. La centralité du sexuel, à laquelle la psychanalyse se rattache, je pense que je n'ai pas besoin de l'argumenter, et la centralité du travail, qui est spécifique à l'approche en psychodynamique du travail, et selon laquelle le travail tient, je cite Christophe Dejour, une place non négligeable dans nos existences. Il influe sur la part de nos existences qui ne concerne pas directement le travail. La valeur de la vie individuelle et collective dépend du travail, soit directement parce que le travail est lui-même un enjeu normatif décisif, soit indirectement parce que la capacité de cultiver des valeurs propres à la vie hors travail dépend elle-même du travail. Nous pensons ces centralités comme des voies parallèles avec des carrefours de croisement, sans prédominance de l'une sur l'autre, c'est-à-dire que la centralité du sexuel et la centralité du travail sont des voies parallèles de chemin de fer. Le travail féminin présente des spécificités qui nous semblent par ailleurs nécessaires de repréciser. Depuis toujours, les femmes travaillent, contrairement à ce que nous pouvons entendre classiquement, même dans la littérature scientifique. Ce qui serait plus juste, ce serait de dire que depuis peu, dans l'histoire de l'humanité, et pour être précis en France depuis 1985, les femmes disposent de la possibilité d'occuper un travail rémunéré et de disposer de leur rémunération. Avant ça, tout ce qu'elles gagnaient appartenait à leur conjoint. La législation a depuis peu mis en lumière les inégalités subies par les femmes dans la sphère professionnelle et tente de légiférer une égalité qui peine à trouver un écho dans la pratique. Pour donner quelques chiffres, et je vais me faire très radine, je n'en donnerai que quelques-uns. Durant le premier confinement dans le cadre de la pandémie du Covid-19, ayant poussé à la fermeture des écoles, les femmes se sont davantage occupées des enfants et des tâches domestiques en comparaison à leurs conjoints. Ça, c'est une étude qui a été menée par l'INSEE, tout en assurant une augmentation de leur temps de travail comparativement à leurs conjoints. Les conditions de travail se sont ensuite durcies lors du déconfinement. Les femmes mères ont été plus soumises au télétravail que les femmes non-mères. D'ailleurs, c'est une expression affreuse, les femmes non-mères. Lors des confinements suivants, les hommes ont repris une activité en présentiel plus forte que les femmes. 48,8% des hommes pour 40,9% des femmes. Presque 10 points d'écart. Force est de constater que l'égalité est encore bien loin, d'autant plus si on prend en compte les glissements qui peuvent s'opérer de la sphère professionnelle à la sphère privée et vice-versa. La conséquence directe de l'employabilité de la femme dans le monde du travail pousse donc à penser le travail féminin à travers une double centralité. Il s'agit d'un travail à la fois professionnel, mais aussi d'un travail domestique. Le travail est régi par deux principes organisateurs, le principe de séparation et le principe hiérarchique. Le principe de séparation suppose qu'il existe des emplois préférentiellement masculins et d'autres préférentiellement féminins. Je peux vous faire la démonstration en une seconde, mais si je vous parle d'une sage-femme,
vous imaginez une femme. Si je vous parle d'une femme de ménage, dans le titre, on pense à une femme. D'ailleurs, ces mêmes professions, si on les place au masculin, ont un aspect plus technique, plus professionnalisant. On parle du mailloticien pour la sage-femme, et pour la femme de ménage, on parle du technicien de surface. Les emplois masculins sont souvent caractérisés par l'acquisition d'un savoir-faire spécifique, ce qu'on appelle les hard skills dans le domaine RH. Les emplois féminins, eux, se caractérisent par le savoir-être, des qualités perçues bien souvent comme intrinsèques à l'individu, comme la disponibilité, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, des soft skills, comme on pourrait les appeler, nécessitant un apprentissage moindre. Le principe hiérarchique suppose que les emplois masculins sont perçus socialement comme supérieurs aux emplois féminins, et qu'à travail égal, une tâche effectuée par un homme a plus de valeur qu'une tâche effectuée par une femme. Prenons un exemple issu de mon vécu personnel. Un jour, je me suis rendue au parc avec mes enfants, comme beaucoup de mamans, afin de permettre à mes enfants de jouer avec leurs copains. Sans mettre le bazar chez moi, je précise, parce que ça me retombe dessus. Un jour, donc me rendant au parc, je retrouve les autres mamans. Je suis sûre que tout le monde visualise très bien la scène. Voilà. Et tout ensemble, dans le radeau de la galère du parc, nous avons partagé nos plaintes et nos succès. Quand tout à coup, imagine la scène, un papa arrive avec ses enfants. Un silence se fit. L'une des mamans avec qui j'étais me dit « Oh, il est tellement mignon, elle a de la chance, sa femme. Regarde comme il est chou avec ses enfants. » Du coup, je me retourne. Je regarde. Et là, sidération. La question c'est de savoir si beau gosse ou pas. Je balance tout. Transparence aujourd'hui. Et ben moi, je l'observe. Et qu'est-ce que je vois? Alors, je n'ai pas vu son beau gosse parce que j'ai pas vu s'il était beau gosse, mais par contre, j'ai vu son smartphone. En fait, il était sur son téléphone. Il scrollait. Il prêtait pas regard à ses enfants. Voilà. Qui jouaient sagement, d'ailleurs, un peu plus loin. Je le trouvais pas spécialement mignon. Je le trouvais présent. Voilà. Alors qu'une femme qui amène ses enfants au parc paraît une situation totalement banale et suscite bien peu d'émoi, si ce n'est même parfois du jugement. Ah, t'as vu comment elle est, t'as vu comment elle se comporte, regarde comment elle parle à son enfant, etc. Un homme au parc provoque immédiatement de la tendresse envers ce mâle alpha qui se conforme un peu moins à jouer au macho. Dans le cadre de mon travail doctoral, qui porte donc sur l'évolution de l'identité professionnelle des femmes après l'arrivée du premier enfant, j'ai rencontré un grand nombre de femmes, 183 pour être précise, qui ont pu se confier à moi sur leurs évolutions de carrière en lien avec l'organisation familiale et l'évolution de carrière de leurs conjoints. À partir de ces témoignages, il m'a semblé essentiel de penser la servitude volontaire et les rapports de domination à travers un triple clivage. Concernant la société, Adèle en a déjà un petit peu dit quelque chose. Un clivage social est observable qui s'appuie sur la division sexuelle du travail, dont le principe organisateur est basé donc sur le clivage de genre. En effet, donc les deux principes organisateurs à l'œuvre, le principe de séparation et le principe hiérarchique que nous avons préalablement définis. Et si avant la naissance du premier enfant, la plupart des femmes disent ne s'être pas vraiment aperçues des différences à l'œuvre entre les hommes et les femmes, le devenir mère révèle à la conscience les inégalités profondes qui entourent les femmes. Tout se passe comme si la maternité levait le voile. En effet, les participantes ont à de nombreuses reprises pointé les différences avec leurs conjoints, vécues souvent comme des injustices profondes. Face à ce sentiment, les proches renvoient souvent le fait qu'avoir un enfant, c'était leur choix, et que ce choix a des conséquences, façon de couper court à toute discussion, venant remettre en question l'évidence selon laquelle l'homme peut continuer à fonctionner à l'identique, que j'oppose du coup à l'identité, pendant qu'une femme traverse les affres des inégalités liées à leur choix de devenir mère. Le travail domestique incombe toujours plus la femme qui se trouve en charge du travail d'anticipation, visant à éviter tout problème désorganisateur pour son conjoint et pour la famille. Pour le dire simplement, les femmes occupent une fonction anticipatoire, pendant que le conjoint est au mieux dédié à la résolution de problèmes si un couac venait à advenir. Je vois beaucoup de femmes mères qui me font ça. C'est marrant. Cela nous amène à penser la question de la charge mentale. Alors, c'est pas facile de définir ce que c'est que la charge mentale, hein. C'était un grand sujet. En revanche, le propre de la charge mentale, ce qui m'est apparu pendant la thèse, c'est qu'elle est non partageable.
En effet, si la charge mentale désigne le fait d'anticiper les besoins et d'agir en amont de toute difficulté réelle, le fait de partager ses pensées, donc de dire à l'autre quoi faire en amont, conduit à un surcroît de la charge mentale. Voilà. Notre troisième point concerne le type de tâches domestiques prises en charge par chaque membre du couple. Il semble qu'une répartition typique des tâches domestiques puisse être observée avec un petit glissement générationnel. C'est ainsi que les hommes prennent souvent en charge le bricolage et la préparation des repas, pendant que les femmes prennent en charge les tâches d'entretien, et en particulier la lessive et le nettoyage de la cuisine après que son conjoint ait préparé à manger. Dans les sociétés traditionnelles, les hommes sont plutôt en charge de l'entretien financier du foyer, permettant de nourrir toutes les bouches et de payer les factures, pendant que les femmes sont en charge de l'entretien du logis et l'éducation des enfants. L'arrivée sur le marché du travail des femmes semble avoir quelque peu rebattu les cartes, et les hommes ont acquis que leur participation aux tâches du quotidien était requise. Or, symboliquement, la répartition des tâches semble bien peu changer. L'homme est toujours en charge de nourrir les bouches, puisqu'il fait à manger. Il prépare les repas pendant que leur conjoint passe derrière lui pour nettoyer la cuisine, entretenir le linge, s'occuper des enfants, des devoirs, de la charge administrative et tant d'autres tâches encore. Il semble donc y avoir des tâches nobles attribuées aux hommes et des tâches ouvrières attribuées aux femmes. Passons à notre deuxième clivage, le clivage intrapsychique des hommes. Il nous semble insatisfaisant de penser notre sujet en nous contentant de diaboliser les hommes. En effet, il serait un petit peu simpliste de basculer dans un modèle s'appuyant uniquement sur une domination masculine, les hommes opérant comme oppresseurs des femmes, perçus alors comme des victimes. Nous sommes ainsi persuadés que les causes uniques sont toujours réductrices et nous souhaitons discuter d'un système de domination s'appuyant sur une dynamique dominant-dominé pour chaque membre du couple. Nous supposons l'arrivée du premier enfant au sein du couple parental comme un moment charnière dans l'élaboration des clivages de domination. Concernant la position des hommes, l'expérience de la grossesse est une position d'exclusion. En effet, la grossesse se déroule dans le corps féminin et l'homme ne peut percevoir que de manière discontinue et extérieure la présence du bébé. La grossesse est par conséquent une expérience sur laquelle l'homme n'a pas d'emprise, de contrôle. Les craintes concernant la filiation sont nombreuses, Adèle l'a dit tout à l'heure, et peuvent même perdurer au-delà de la naissance, marquant un point essentiel. L'homme n'a pas d'utérus et ne peut donc pas se reproduire par lui-même, ce que présente avec beaucoup de rigueur et de justesse héritier. Il a donc besoin d'une femme afin de porter sa progéniture. S'il y a filiation féminine par essence ne fait aucun doute, la filiation masculine peut être perçue comme douteuse. Or, 9 mois de doute, ce n'est pas rien. Si le doute est permis sur la filiation, le sentiment de doute ne peut être énoncé que dans l'intimité. Par virilité, les hommes ne discutent pas publiquement de leur crainte de ne pas être le vrai père, s'ils manifestent une trahison possible de leur conjointe. Afin de préserver une forme de maîtrise, les hommes ont tendance à se réfugier au travail et après tout, n'est-ce pas socialement ce qui est attendu d'un homme, qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille. Face à l'angoisse de castration, les hommes ont recours inconsciemment à des mécanismes de défense collectifs dits virils en psychodynamique du travail. Mais ces défenses collectives peuvent aller à l'encontre des ressentis subjectifs et viennent les neutraliser, ce qui explique que l'expression de l'angoisse ne puisse être nommée que dans l'intimité. Il nous faut rapprocher la question de la filiation de l'angoisse de castration. Quelle plus grande castration que de se savoir tromper et de devoir élever l'enfant d'un autre, possiblement. L'enfant semble alors agir comme une annulation rétroactive de la puissance reproductrice de l'homme, risquant alors une humiliation publique. Notre réflexion nous amène à questionner la vision selon laquelle la femme obtiendrait le phallus par le fait de porter un enfant. N'est-ce pas précisément l'homme qui lui donne son phallus ? Ou si nous allons plus loin, qui troque son phallus contre l'utérus mis à disposition par la femme. Dans notre description, l'homme est à la fois dominant et dominé. Il subit la domination autant qu'il se trouve moteur dans la participation à une forme de domination sur le sexe féminin. Passons maintenant à notre troisième clivage, un clivage intrapsychique des femmes. Les femmes sont souvent l'objet d'attaques dominantes de la part des hommes, notamment sur le plan professionnel. C'est d'autant plus vrai lorsqu'elles deviennent mères. Nous avons mis en avant à travers le discours des participantes de notre étude que l'organisation familiale induite pendant le congé maternité se perpétue au-delà de la reprise de l'activité du dit congé. C'est-à-dire qu'en gros, la femme étant à la maison, elle prend en charge plein de trucs,
Et puis ça paraît normal pour tout le monde parce qu'elle a du temps devant elle, elle s'occupe que du bébé. Mince affaire. Son conjoint, lui, travaille, il est fatigué le soir, il faut qu'il se repose. Donc la femme va accumuler comme ça une charge domestique. Mais quand elle reprend le travail, les habitudes étant prises, et bien ça reste comme ça. Ce maintien d'une organisation précarise la femme qui n'a d'autre choix que d'endosser une charge mentale conséquente et à tenter d'anticiper au mieux tout problème éventuel. Le conjoint a la possibilité à l'inverse d'un fonctionnement à l'identique. Son corps est inchangé, sa carrière se poursuit, lui offrant l'expérience d'une continuité faisant particulièrement défaut concernant sa paternité. A l'inverse, dans la sphère professionnelle, la femme fait l'expérience de la discontinuité. Il y a un avant et un après bébé. Si les hommes exercent une forme d'oppression sur les femmes par la perpétuation d'une domination masculine, qui, disons-le franchement, arrange bien la jante masculine, notre étude suggère une forme de participation à la domination par les femmes sur les femmes. Cela prend diverses formes, notamment concernant le jugement porté par les femmes aînées de la famille, la mère, la belle-mère, la grand-mère, les grandes sœurs, sur les jeunes mères qui poussent à une perpétuation des rôles préétablis genrés. Un point commun se dessine à travers les différents discours que nous avons recueillis. La naissance du premier enfant fait naître des attentes nouvelles à leur égard, s'appuyant sur la valorisation des positions sacrificielles de la mère sous couvert du bien supposé du bébé. Ces attentes sont perpétuées essentiellement par les femmes de l'entourage direct et semblent agir comme un rite initiatique. Devenir mère implique un sacrifice de soi. Sans ce sacrifice, une femme n'est pas considérée socialement comme une vraie mère. S'appuyant sur ces systèmes de domination à 3 vitesses, nous avons introduit un nouveau principe organisateur avec Adèle, que nous avons pensé ensemble, de la division sexuelle du travail, que nous avons nommé la division numérique de la maternité. Ce dernier principe suppose que dans le monde du travail, on distingue les femmes sans enfants et les femmes qui ont des enfants. C'est ce que nous avons nommé le principe de séparation, conformément à ce qu'a proposé De Jour. Puis, selon le principe hiérarchique, une femme sans enfant aurait professionnellement plus de valeur qu'une femme avec enfant. Encore que, si elle se situe autour de la trentaine et ne dispose toujours pas de progéniture, elle éveille la suspicion de chacun quant à une grossesse éventuelle à venir, faisant d'elle un risque pour l'entreprise et sa rentabilité. Parmi les femmes mères, il existe une séparation entre les femmes qui n'ont qu'un seul enfant et les autres. Les premières se sentant illégitimes, et c'est elles qui le disent, à se plaindre, les poussant à intérioriser leurs souffrances, les rendant de fait exponentielles. Un dernier point nous permettra de conclure concernant les enjeux intrapsychiques de la servitude volontaire et de la domination. Si les employeurs sont majoritairement des hommes, hostiles à l'idée d'employer des femmes, il nous faut penser ce phénomène en lien avec leur histoire individuelle. Avant d'être des employeurs, ce sont des sujets. Faits d'absence ou de présence dans leur histoire personnelle de leur mère parce qu'elle y retourne au travail ou parce qu'elle a fait le choix de ne pas y retourner. C'est-à-dire qu'en raison du travail de leur propre mère, cela va éveiller finalement à la rencontre de toute femme enceinte des souvenirs inconscients de la première rencontre faite avec le travail, justifiant l'absence, réel tiers séparateur entre l'enfant et ses parents. Je vous remercie.